Bienvenue sur Mykonova, nous sommes le quatrième jour du mois de février 2025. 2 semaines après l'investiture de Donald Trump, on commence à voir le sens de ce que signifie tenir ses promesses. Grâce à une stratégie habile, des décisions fermes et une équipe coordonnée, les attaques pleuvent sur l'ennemi qui est désormais exposé ou affaibli quand il n'est pas carrément mis sur la touche. Le mouvement de libération de l'humanité enchaîne les victoires, c'est le moment d'être enthousiaste. Alors dans ce 9e épisode d'Escape Game, nous recevons Frédéric Boussard pour y voir plus clair et partager une vision optimiste. On va faire un point de situation, on va parler stratégie, confirmer l'opération militaire en cours et relier les évidences qui nous amènent à percevoir le scénario qui ne se déroule plus en coulisses, mais devient visible aux yeux de tous. Alors, bonsoir Frédéric, comment vas-tu? Bonsoir Hugo, bonsoir Fanny, merci de m'avoir réinvité. C'est très sympa de se retrouver, surtout dans ce contexte exaltant, puisqu'on a un mur informationnel que je vais essayer d'escalader ce soir pour vous, en proposant une sorte de synthèse par rapport aux dernières semaines. On se souvient cette formule qu'avait eu Trump il y a quelques mois. Il voulait encourager ses troupes, il avait dit nous allons tellement gagner que vous allez être fatigués des victoires. Donc j'ai l'impression que là, on est en plein dedans, puisque quand on se penche sur ce qui s'est passé depuis 2 semaines, et globalement depuis le mois de janvier jusqu'à début février, on est presque comme saisi de vertige face à l'intensité qui a été déployée par les équipes de Trump, le nombre de décisions qui ont été prises, d'actions menées qui impactent frontalement, directement l'état profond, ou ce qu'il en reste. Donc, je vais essayer d'énumérer un certain nombre de bonnes nouvelles, sans bien sûr prétendre être ici exhaustif, quoi. Donc, 2 points pour débuter. Je pense qu'il faut impérativement se souvenir, premièrement, qu'on est encore dans une opération militaire spéciale, qui est d'ailleurs en train de s'étendre ouvertement au niveau de ses objectifs vers d'autres théâtres d'opération, donc comme l'Europe ou l'Afrique du Sud. Et on a en deuxième point qu'il faut impérativement avoir en tête, je pense, qu'on a des opérations d'évidence qui sont annoncées comme se déroulant en ce moment, qui sont en fait des opérations qui ont été menées pendant les 4 dernières années et qui sont rejouées médiatiquement pour, je pense, accentuer, amplifier cet effet de victoire, victoire de l'Alliance, et d'une certaine manière mieux incarner la révolution multisectorielle qui est en cours. Donc, comme je disais, on a un rythme imposé par le président Trump à la fois à ses équipes et à ses ennemis qui est complètement historique, inédit. Ça me fait d'ailleurs penser aux capacités de Napoléon en 1805 lorsqu'il quitte le camp de Boulogne qu'il avait monté en face des côtes d'Angleterre, puisqu'il projetait en fait d'envahir l'Angleterre à ce moment-là. Et en fait, suite à la défaite de Trafalgar, il avait réorienté en quelques jours son axe d'effort et il avait enchaîné une série retentissante de victoires contre l'Autriche, la Russie, la Prusse, avec une rapidité, une précision et une coordination entre les 7 corps d'armée de la Grande Armée qui avaient surpris tout le monde et qui est resté en fait dans l'histoire comme un modèle en termes de stratégie et de tactique. Donc on avait la Grande Armée de Napoléon et on a pour moi aujourd'hui la grande équipe de Trump. Puisqu'en quelques jours, alors je vais essayer d'énumérer un peu les grandes lignes de ce qu'il a été capable de faire. C'est une liste extrêmement longue, donc je vais essayer d'en prendre les actions les plus signifiantes pour moi. Premièrement, il a déployé l'armée américaine à la frontière sud. Il a réussi à obtenir depuis quelques jours de l'État mexicain également un déploiement de 10 000 hommes dans le but d'interdire les trafics, dont celui de fentanyl, qui inondait en fait malheureusement toute la société américaine et qui est à l'origine de décès de milliers de personnes. Il a, avec Tom Homan, débuté la déportation de milliers de criminels qui avaient envahi les USA, en humiliant au passage le président colombien qui avait imaginé qu'il pouvait s'opposer à cette déportation. De même, le président du Venezuela a aussi accepté finalement de reprendre ses ressortissants. Trump a également retiré les États-Unis de l'accord sur le climat. Ça, c'est un truc qui est porteur de beaucoup d'espoir aussi au niveau des Européens, puisqu'on ne va plus avoir ce diktat avec cette culpabilisation des populations
par rapport à une révolution climatique qui devait nous imposer encore plus de taxes, plus de contrôles. Il a annoncé qu'il se retirait de l'OMS. Et le climat et l'OMS, comme vous le savez, c'était deux outils qui étaient utilisés par l'État profond. Ce retrait de l'OMS a entraîné l'annonce des retraits de l'Italie, de l'Argentine. Il a également signé des executive orders ordonnant la déclassification des dossiers brûlants de JFK, Martin Luther King et Robert Kennedy Jr. Enfin, Robert Kennedy, pardon. Donc le père de Robert Kennedy Jr. qui avait été assassiné après l'assassinat de JFK. Il a également imposé un accord de paix à Gaza qui a entraîné la libération des otages à la fois palestiniens et israéliens. Il a fait arrêter l'aide envoyée à l'Ukraine pour permettre d'en révéler les détournements massifs. Il a obtenu, imaginons, 600 milliards d'investissements de l'Arabie saoudite pour les États-Unis. Il a mis fin à la propagande woke dans les écoles, supprimé l'impôt sur le revenu et surtout, globalement, fait souffler une tempête d'optimisme sur la société américaine et plus globalement sur le monde entier, puisqu'il y a, comme vous le savez, il y a beaucoup de gens qui suivent son action aux États-Unis et qui sont prêts à s'en inspirer pour mettre en place des politiques alternatives et, entre guillemets, révolutionnaires en Europe notamment. Tempête d'optimisme et inversement, évidemment, un ouragan de terreur chez ses adversaires. D'ailleurs, on rigole assez bruyamment quand on voit la tête des journalistes français qui sont obligés de commenter toute cette série d'actions retentissantes d'un Trump qui est en mode blitzkrieg, quoi. Donc Trump a par ailleurs pris la parole le 29 janvier pour annoncer que la base de Guantanamo allait ajouter 30 000 places à ses capacités d'accueil actuelles. Une déclaration qui a été faite devant des représentants des différentes armées américaines. Donc, on avait des représentants de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la marine et du corps des Marines. Ce qui souligne une fois de plus qu'on assiste bien, depuis le 27 mars 2020, à une opération militaire spéciale qui a été, je rappelle, lancée via l'executive order numéro 13912. Donc, je rappelle que la base de Guantanamo, elle avait déjà été agrandie en 2018, donc déjà sous Trump. En 2021, durant ces aménagements, on avait eu la construction d'une deuxième cour de justice avec des investissements lourds de 15 millions de dollars qui visaient à agrandir les locaux, à construire une aile gériatrique au niveau de l'hôpital et permettre également une structure dans le but d'abriter des documents classifiés. Alors, quand on analyse la timeline et la chronologie de cette annonce, c'est vachement intéressant de voir que cette déclaration, elle survient au moment où on a un sénateur démocrate qui s'appelle Menendez, qui a été condamné à 11 ans de prison pour des faits de corruption. Je rappelle que c'est une condamnation record pour un sénateur américain. On a également un ancien conseiller de Barack Obama et d'Hillary Clinton qui s'appelle Rahamim Shai, qui a été arrêté puis condamné au Royaume-Uni alors qu'il s'y était rendu pour violer une petite fille de 9 ans, après avoir négocié avec ce qu'il pensait être sa grand-mère et qui était en fait un officier de police sous couverture. Donc, l'épouse de Rahamim Shai, c'est Helenka Shai, qui dirige la Fédération juive de New Jersey. On notera également l'arrestation de John Rogers, ancien conseiller de la Fed, qui a été arrêté pour avoir communiqué des informations classifiées à la Chine. On a également une coïncidence qui est vachement intéressante avec la déclaration de Trump concernant Guantanamo, qui est en fait un thème qui est en train de devenir mainstream au niveau à la fois des médias américains et puis même au niveau mondial. Il y a plein de gens qui sont en train de découvrir en fait qu'est-ce qu'est la base de Guantanamo, à quoi elle sert et quel est le programme en fait qui est annoncé par Trump. Alors officiellement, c'est héberger des milliers de migrants qui seraient déportés. Mais en fait, quand on creuse 2 minutes, on voit tout de suite que ça va être également et surtout pour des prisonniers VIP issus principalement de la classe politique américaine. Puisqu'on a la journaliste américaine et canadienne Catherine Edridge qui s'est installée à la base de Guantanamo, qui envoie régulièrement des comptes rendus. Alors, chacun de ces comptes rendus est parsemé de 17, qui sont autant de clins d'œil qui sont envoyés à ceux qui sont capables de comprendre la référence à Q.
Ça coïncide également avec l'annonce faite par Stephen Miller, qui est un des adjoints du cabinet de la Maison-Blanche, qui a annoncé face caméra que l'ambition de cette nouvelle administration, elle était d'abord principalement de retrouver 500 000 enfants qui ont été trafiqués entre 2021 et 2025, avec déjà cette annonce assez sidérante de 75 000 enfants qui auraient déjà été localisés, avec une opération militaire en cours. Grâce à Trump et à son administration, on a eu également la mise en lumière des ONG qui opèrent à la frontière côté Mexique, qui ont des capacités opérationnelles et des structures comparables à un gouvernement de l'ombre. C'est un constat qui a été fait par la nouvelle secrétaire à la sécurité intérieure, Christine Noem. On a également eu la mise en lumière de l'USAID, qui avait officiellement pour fonction de coordonner les programmes d'aide au niveau international et qui permettait en fait de financer pour la CIA des programmes de recherche d'armes biologiques, également des opérations visant à renverser des gouvernements. On pense par exemple au coup de force de Maïdan en 2014 en Ukraine, qui avait été en fait financé par l'envoi par USAID de 5 milliards de dollars. L'argent qui avait été envoyé à Kiev. En soutenant également en parallèle des ONG qui organisaient la submersion migratoire à l'Afrique de l'Europe et qui permettaient également de mener des opérations de blanchiment d'argent ou d'endetter des pays non membres du G7 pour mieux les soumettre politiquement. Excuse-moi Frédéric, je te coupe, parce qu'effectivement, il s'est passé énormément de choses en seulement même pas un mois, quoi, hein, pas tout à fait un mois, 2 semaines. 15 jours même. Oui, ouais, 15 jours, tout à fait. Et justement, tu parlais de l'attitude des médias mainstream français. Et je voudrais qu'on revienne un tout petit peu parce qu'il y a beaucoup de gens, et hélas encore, qui les écoutent. Et même s'il y a beaucoup moins de crédibilité, il y a quand même ces informations qui leur parviennent aux oreilles. On a beaucoup entendu ah ben voilà, Trump est un dictateur, regardez, il prévoit des déportations à Guantanamo. Et ça a fait, ils se sont emparés de cette information-là pour évidemment la déformer. Donc, je pense que c'est peut-être important d'insister un petit peu sur ce point. Non, c'est pas un dictateur qui va déporter des pauvres immigrés à Guantanamo. C'est pas ça. Oui, tout à fait. Mais je pense effectivement que la presse occidentale, bon gré mal gré, en fait, même en essayant de contrer avec des éléments de langage un peu calés l'action de la nouvelle administration américaine, en fait, amplifie son propre discrédit, puisque c'est difficile d'une part de cacher le vent d'enthousiasme qu'a suscité l'arrivée de Trump aux États-Unis. C'est difficile d'expliquer à des populations, par exemple, le seul fait de supprimer l'impôt sur le revenu, de se dire, tiens, la première puissance politique au monde est capable de se dire du jour au lendemain, voilà, on va arrêter l'impôt sur le revenu, vous allez vous enrichir, vous allez être plus riche, et on va taxer en fait les importations. Et ça, c'est quand même révolutionnaire. Et ça, c'est difficile pour, je dirais, les mainstream européens qui sont complètement pieds et poings liés aux oligarques européens de contrer ces annonces avec, pareil, avec une pression migratoire qui est de plus en plus violente sur les pays européens. Et du coup, quand on nous a expliqué depuis 40, 50 ans qu'on avait besoin d'eux, que c'était impossible qu'ils partent, et que comme ça, du jour au lendemain, tu as un président qui arrive et qui met en œuvre très rapidement des mesures radicales, en concertation en plus avec les pays d'origine, donc de manière tout à fait cadrée sur le plan des lois internationales. Je pense que ça met vraiment les commentateurs, parce que j'ai du mal même aujourd'hui à les appeler journalistes, ça met vraiment en difficulté toute ces petits salons parisiens qui ont régné pendant sur entre guillemets l'esprit des Français, quoi. En effet, et c'est ce que tu disais au tout début, là, c'est vraiment important pour les gens qui écoutent, hein, qui ont peut-être parfois du mal à faire le lien entre les différents points. Tu disais que ce qui est en train de se passer là aux États-Unis, ça va pouvoir aussi servir
d'exemple, de modèle pour les autres pays, notamment en Europe, et puis donc chez nous en France. C'est pas seulement, oui, il se passe des choses aux États-Unis, ça montre aussi que si cette puissance peut le faire, nous, derrière, il y a aussi un chemin à suivre. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils déchiffrent, ils défrichent le chemin pour nous, parce qu'on peut suivre tout à fait ces exemples-là. Voilà, c'est important tout de à fait. le faire. En plus, ce qui est frappant, c'est de voir avec quel leadership ces opérations sont menées. Et inversement, en Europe, on n'a pas de leader, en fait, qui soit capable de se lever face à Trump. Il y a un vide absolu. Et il y a personne qui est capable de le contrer publiquement sur la narrative et qui ait cette stature et cette autorité actuellement, que ce soit en Europe ou dans le monde entier. Les seuls leaders qui seraient capables de challenger Trump, malheureusement pour l'État profond, ce sont ses amis, c'est-à-dire c'est Vladimir Poutine et c'est Xi Jinping. Voilà, donc il y a une dream team qui s'est dressée et en face maintenant, en fait, pour moi, j'ai acté la fin de l'État profond. Avec, je vais poursuivre des décisions, par exemple, concernant le classement des cartels comme étant des organisations terroristes. C'est vraiment une décision qui est très impactante au niveau de l'État profond, puisque ces cartels contrôlaient à la fois le trafic d'êtres humains, la drogue, l'exploitation sexuelle de centaines de milliers d'enfants, organes, l'acheminement de la drogue aux États-Unis. Et surtout, ces cartels travaillaient avec des banques aux États-Unis et dans le monde entier qui blanchissaient cet argent sale. Et ça va permettre à la fois de faire tomber tous ces réseaux bancaires qui prospéraient en fait sur le crime. Ça va permettre de faire tomber les hommes politiques qui étaient associés à ces réseaux. Et ça va permettre de donner les feux verts aux unités spéciales américaines pour aller mener des opérations kinétiques, c'est-à-dire qui leur capture, c'est-à-dire neutralisation des chefs de cartel et des têtes d'affiche, entre guillemets, des hommes politiques mexicains, puisque c'est difficile de dissocier les cartels de certaines branches du gouvernement mexicain aujourd'hui. Donc on a d'ailleurs le double de la défense qui s'appelle Pete Hegseth, qui a déclaré que toutes les options étaient sur la table et que les forces spéciales étaient prêtes à frapper. Et tout à l'heure, en préparant l'émission, en fait, je me suis aperçu qu'il y avait des avions de renseignement militaire qui étaient actuellement en opération au-dessus du Mexique, des avions américains. Donc là, en fait, la connexion narco-politico-bancaire qui constituait une des fondations de l'État profond au niveau mondial, elle est pour moi en train de disparaître, puisque là, on a un rouleau compresseur qui est en train d'être mis en branle avec cette classification d'organisations terroristes qui va en fait tout emporter, sans parler des ordres exécutifs qui avaient déjà été signés à l'arrivée de Trump, donc en décembre 2017, quand il avait signé l'ordre numéro 13818 qui avait permis déjà de lancer de grosses opérations, notamment contre les filières de trafic humain. Alors, un autre pilier de l'État profond, c'était les agences de renseignement, que ce soit américaines ou européennes, qui travaillaient en association avec les services israéliens. C'était aussi, là aussi, un pilier du nouvel ordre mondial qui est en train d'être annexé, entre guillemets, par la structure Q, c'est-à-dire l'appareil sécuritaire et de renseignement qui a entouré Trump à son arrivée au pouvoir en 2017, avec initialement 800 spécialistes issus à la fois des forces spéciales et du renseignement américain, qui avaient constitué cette structure de conseil renseignement pour le nouveau président. Donc on a cette structure qui est en train d'absorber à la fois la CIA, le FBI, avec par exemple Kash Patel, dont Q avait annoncé qu'il fallait suivre cet homme exceptionnel, puisqu'il allait jouer un premier plan. On se rappelle, il y avait un message de Q qui disait « Kashyap Patel, il faut se rappeler de ce nom ». Donc Kash Patel
est en train de prendre la direction du FBI, avec derrière les annonces de déclassification de la liste d'Epstein, puisqu'il avait annoncé il y a 3 mois que c'était bien le directeur du FBI qui avait dans son coffre-fort la liste d'Epstein, et il a annoncé qu'il allait la rendre publique dès sa prise de fonction. Donc c'est vrai que certains avaient pensé que sa prise de fonction coïncidait avec celle de la prise de fonction de Trump. Or, comme on l'a vu, il y a tout un cycle de validation qui passe par le Sénat avec des auditions qui ont aussi permis de mettre en lumière certains personnages de l'État profond, puisque pour l'audition de Kash Patel, en fait, on a Adam Schiff qui a mené l'audition, et Adam Schiff, c'est vraiment un criminel, un des pires criminels du Parti démocrate et de la mouvance à la fois des Obama et des Clinton, puisqu'il est notamment accusé à la fois d'avoir participé au montage du dossier qui visait Trump en voulant le faire passer pour un agent russe, ce qu'on appelait le Russia Hoax, avec le dossier Steele, qui avait été monté par le MI6 avec un défecteur de l'armée russe d'origine ukrainienne, Danchenko, qui visait à faire croire que Trump avait perçu de l'argent sur une banque russe qui s'appelait Alpha Bank. En fait, c'est un dossier qui était très mal monté et qui avait été validé par la CIA et le FBI pour des raisons politiques. Donc, Adam Schiff avait participé à ce montage grossier. Il a également participé au coup de force du FBI lors de l'assaut sur le Capitole qui avait eu lieu le 6 janvier 2021, qui visait à mettre en difficulté et puis à cartographier l'ensemble des soutiens de Trump en essayant de les faire arrêter. Et surtout, Adam Schiff est accusé de faits de pédocriminalité, puisqu'il est par exemple accusé d'avoir violé un enfant je crois que c'était de 11 ans, à Los Angeles en 2017. Alors, un enfant qui lui avait été apporté par un criminel. L'enfant a été drogué, il a fait une overdose, et en fait, Schiff est accusé d'avoir violé l'enfant post-mortem. Voilà. Donc, en fait, on s'aperçoit que les auditions, au-delà d'interroger le prétendant à des postes de direction de grands services ou de grandes agences américaines, c'est aussi l'occasion pour l'Alliance de mettre en lumière ce type de personnage. Et ouais, mais c'est peut-être aussi ce qui se passe en France. Quand on voit le défilé de ministres dans le second mandat Macron, c'est comme une petite musique qui ferait rimer nomination avec convocation. C'est vrai, c'est toujours le même tempo. On se demande où ils vont chercher les plus impopulaires et les plus incompétents, puis on expose leurs grosses casseroles, les vilains dossiers, et hop, au suivant. Il n'y a eu aucun avantage pour le gouvernement à faire tourner le casting comme une boîte d'intérim, alors on peut aller chercher l'utilité ailleurs. Le cui bono n'est pas en leur faveur. Bref, restons sur les États-Unis. Je te rends le micro, Fred. Merci. Donc, Kash Patel, je le rappelle, parce qu'il fait vraiment partie Il était apparu plusieurs fois dans les vidéos d'X22 Report, qui est un podcast qui paraît chaque jour, qui est un peu le New York Times de Q. Et donc, il avait fait plusieurs entretiens sur X22 Report, qui est très suivi aux États-Unis et qui est vraiment un média qui accompagne l'équipe de Trump en permettant de faire justement de la diffusion d'informations via des entretiens il y avait également le général Flynn qui avait donné des entretiens. Je crois qu'il y avait Dan Scavino qui était passé aussi sur X22 Report. On a également le John Radcliffe. Excuse-moi Frédéric, j'étais en train de me faire une réflexion. Ce qui est intéressant de constater, c'est que où qu'on regarde, quel que soit le personnage mis en cause du deep state, etc., chaque fois, il y a une histoire d'enfants, de trafic d'enfants et de viol d'enfants. Et oui, peut-être que ça permettra aux gens de faire le lien avec ce qui va se passer là et toutes les informations qui sont en train d'arriver en France aussi. C'est une question qu'il faut garder en tête. C'est quand même étonnant, ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire et tous ces enfants partout? Intéressant à garder ça en toile de fond, en tout cas. Ah bah, tout à fait. Et puis, en fait, ça amène à cette nouvelle confirmation, entre guillemets, que l'État profond au niveau mondial fonctionnait via justement ces réseaux pédocriminels qui constituaient en fait le ticket d'entrée
pour celui qui voulait accéder à des fonctions dans l'organigramme de cette superstructure mondialiste. C'est-à-dire que ce soit les Clinton, les Obama, ils sont tous dedans, quoi. C'est-à-dire que ça permettait, via des rituels satanistes, pédocriminels, où on torturait, on violait, on mettait à mort des enfants, le prétendant devait passer cette étape-là pour intégrer la superstructure, et ça permettait à la superstructure de l'empêcher de sortir. C'est-à-dire qu'une fois qu'il était dedans, il ne pouvait plus sortir, pour les raisons qu'on devine évidemment. Donc, en plus de cette nomination au poste de directeur du FBI avec Kash Patel, on a eu John Ratcliffe, qui est un très proche de Trump, qui a été nommé à la CIA. Et également Tulsi Gabbard, qui est une officier des affaires civilo-militaires, qui va occuper le poste de directrice du renseignement national. Donc, l'appareil renseignement, l'appareil sécuritaire américain, aujourd'hui, il est complètement sous contrôle de la structure Q. Alors, je parlais en introduction du fait que l'Alliance était en train de réorienter son action, notamment sur des pays européens. On a eu le slogan de Musk ces dernières semaines, qui a fait un peu l'annonce de cette réorientation, quand il parle de « Make Europe Great Again », méga. Il annonce ce slogan au moment où il va afficher son soutien à l'AfD, au moment où il a ciblé également les connexions entre gangs pakistanais qui étaient à l'origine du viol de dizaines de petites filles et d'enfants au Royaume-Uni, avec des structures de l'établissement britannique. On parle évidemment de Jimmy Savile, on parle de l'implication de la royauté britannique dans ces réseaux. Ça démontre encore une fois que, voilà, que le viol d'enfants, c'était, comme je le disais tout à l'heure, le ticket d'entrée pour ces structures-là. Et ça nous amène évidemment à Candace Owen, qui est aussi chargée avec Musk d'attaquer les réseaux européens au niveau de l'État profond, et qui incarne aussi cette alliance civilo-militaire, puisque Candace Owen, elle n'est pas militaire, mais elle travaille avec l'Alliance, avec les équipes qui sont constituées autour de Trump, telles que définies dans les postes de Q d'ailleurs. Une alliance qui a pour objectif de mettre à terre un État profond, en révélant via Candace à la fois des secrets historiques, puisqu'elle est revenue sur l'affaire de l'USS Liberty, en pointant la responsabilité d'Israël. Et ça, évidemment, ça s'inscrit dans une préparation de l'opinion publique américaine qui doit amener progressivement à la déclassification du 11 septembre, qui est un peu l'annapurna informationnel qu'il va falloir escalader pour le peuple américain. Merci beaucoup. C'est le lien que j'espérais que tu allais faire quand j'ai mentionné ces viols d'enfants avec Candace, parce que il y a encore beaucoup de Français qui ne mesurent pas, qui ne font pas les liens avec la politique américaine et qui ne mesurent pas que cette histoire, c'est pas juste une histoire franco-française. C'est bien plus vaste et grave que ça, quoi. Donc, merci beaucoup. Ouais, tout à fait. En fait, c'est une bombe à fragmentation. Pourquoi ? Effectivement, on a une grille de lecture où on va, dans un premier temps, se dire, voilà, on a probablement de la pédocriminalité. Après, on a une fraude aux documents au niveau de l'état civil pour le mariage de 2007 entre Brigitte Trogneux et Macron, donc avec un mariage qui n'est pas valide, qui amène en fait mécaniquement à l'invalidité de l'élection de 2017 et donc l'invalidité de l'élection de 2022. Et on a effectivement une introduction et un lien qui va être fait par Candace, à mon avis, dans un deuxième ou troisième temps, avec la famille Obama, puisque les Américains, en fait, je pense, se servent du dossier Macron-Trogneux pour mieux aborder dans un deuxième temps la transsexualité de Michelle Obama. Et pareil, les affaires de trucage des élections. Vraiment, on a des modes opératoires de l'État profond
qui sont reproduits à la fois au niveau français, au niveau européen et de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, à partir du moment où on démontre ces modes opératoires, tout devient lumineux à la limite. Et on comprend beaucoup mieux certaines séquences de notre histoire, certaines séquences de l'histoire européenne et certaines séquences de l'histoire américaine. Avec cette idée encore, c'est marrant parce que quelqu'un qui se passionne pour l'histoire se souvient qu'en fait, la révolution américaine qui avait débuté en 1775 avait elle aussi eu un impact sur le continent américain, sur le continent européen, pardon. Donc, à travers l'histoire, il y a comme ça un dialogue entre la France et les États-Unis, avec un cheminement qui est quand même assez frappant de parallélisme, on va dire. Donc, je pense que les États-Unis, en fait, avec leurs services, les services de renseignement américains, vont s'appuyer sur l'enquête qui a été réalisée par Xavier Poussard pour déclassifier des éléments qu'ils avaient eux-mêmes collectés avec des moyens militaires d'interception. Avec pour objectif principal de mettre en lumière les mécanismes qu'il était en fonction dans le cadre de cette affaire extrêmement ténébreuse. Et je pense que ce soir, on va encore avoir des grosses surprises, puisqu'on va avoir le plat de résistance avec Candace qui va être amené. Je pense que c'est une soirée historique qu'on va vivre. Et c'est des mécanismes de contrôle des hommes politiques et puis qui amenaient du coup un contrôle mafieux sur les peuples européens et les Américains. Donc je pense qu'on va avoir beaucoup de développement dans les semaines qui viennent, beaucoup de rebondissements qui vont être complètement sous contrôle de l'Alliance. Et je pense qu'on peut déjà acter la destruction du nouvel ordre mondial, la neutralisation de cette cabale talmudique qui a, depuis 200 ans, dévasté progressivement la planète, jusqu'au sursaut salvateur des patriotes, jusqu'au sursaut des serviteurs du Christ, hein, parce que je rappelle que Trump et son équipe sont des croyants. Son lieutenant principal, qui est le général Flynn, parle d'ailleurs de l'arme principale en parlant de la prière. Et je pense qu'ils ont été capables de mettre en place un plan militaire qui était d'abord un plan d'origine divine. Voilà. Je pense que j'ai abordé l'essentiel des thèmes que je voulais traiter. Je ne sais pas si vous avez des... Oui, moi je voulais un peu revenir sur Tulsi Gabbard, parce que justement, Ouais. Par rapport à tous ces gens qui... les médias, hein, je parle notamment les médias en France, hein, qui n'arrêtent pas de nous dire que Trump, c'est un dictateur qui envahit, etc. Justement, le fait qu'il ait choisi Tulsi Gabbard, je rappelle quand même, je crois qu'elle est lieutenant-colonel dans la réserve de l'armée américaine. Tout à fait. Et qu'elle a servi en Irak de 2004 à 2005. Et que surtout, ce qui était important, je pense, de préciser, c'est qu'elle est connue pour ses prises de position de non-intervention, justement. Donc, c'est important de le souligner, parce que quand on nous donne des arguments comme ça, ce que les gens doivent comprendre aussi, c'est que souvent, quand j'aime pas les appeler journalistes, parce que pour moi, ils n'en sont pas, mais bon, on va dire ça comme ça, nous donne ce genre d'informations, il n'y a pas d'argument là derrière. Et quand on réfléchit un tout petit peu et qu'on gratte un peu, comme tu le disais tout à l'heure, et qu'on voit que Tulsi Gabbard, justement, elle est connue pour ça, pour sa politique de non-intervention, on voit bien que tous ces mensonges ne tiennent pas. Oui, tout à fait. Et moi, je peux faire un parallèle avec Gabbard et Candace Owen, dans le sens où c'est aussi très déstabilisant, je pense, pour l'État profond, de faire face à des femmes qui sont à la fois belles, jeunes, et qui sont vraiment du côté de Trump. Je pense qu'il y a un casting qui a été super bien fait. Et je pense que peut-être l'État profond aurait préféré des mecs un peu avec des types un peu baroudeurs, qui auraient été plus faciles à attaquer en le faisant poser pour des fascistes ou des nouveaux nazis. Et là, en fait, on a
on leur a retiré les armes de la main, je pense. On les désarmé en termes d'action psychologique pour essayer de déstabiliser cette nouvelle administration Trump. Je voulais revenir sur l'USAID. Cette semaine, on a vu Musk s'exprimer à ce sujet, faisant un lien avec Anthony Fauci et sa recherche du gain de fonction en virologie. La présence de laboratoires en Ukraine, financés par les États-Unis. Pour rappel, dans les dernières heures de son pseudo-mandat, Joe Biden avait gracié son fils et quelques crapules, dont Anthony Fauci, pour tout ce qu'il aurait commis depuis 2014. C'est la même année du renversement du régime ukrainien sous la présidence Obama. Alors Black Bond a traduit un passage de Tucker Carlson qui s'interroge sur les armes envoyées et les laboratoires développés en Ukraine. Il pose la question de l'objectif de ces recherches d'agents pathogènes et il trouve ça effrayant. Je vous envoie l'extrait. You know, the thing that people don't in this country understand is that the Ukrainian military is selling about half of the arms they get from the United States into international black markets, and they're winding up in some cases with the drug cartels in Latin America. That's a fact. Okay, it's a fact, and you can buy them. And I spoke to someone who did buy some, actually, so I know this is a fact, and they're bragging about it. So they're selling conventional weapons, including weapon systems that are very dangerous and very destabilizing that would make commercial air travel impossible, for example. And so what are they doing with the pathogens in those biolabs? And does the Biden administration have a manifest? Do they know exactly what's in those labs? And will they turn it over to the Trump administration so we can keep track of these things? And the answer is no, actually. The answer is no, I know this. Wow. So that's like the scariest thing that's ever happened. I think the Ukraine war has the potential to destabilize the world more than anything that's happened in my lifetime. What the hell? So that's why I'm saying this right now, because I hope this is widely disseminated, because I think it's like the scariest thing I've heard in a long, long time. Mais ça aussi, ça sort au bon moment. Belle synchro, Tucker. On voit comment l'étau se resserre autour des organisateurs de la pandémie. Les lieux, les dates sont exposés, il ne reste plus qu'à déduire qui étaient les acteurs présents sur scène en 2014 ou depuis cette époque. Tout à fait, ouais, tout à fait. Et ça rejoint le coup de tonnerre qu'avait été la déclaration justement du nouveau patron de la CIA, John Ratcliffe, qui a bien établi que l'origine du Covid, c'était bien une fuite de laboratoire chinois. Et nous, en tant que Français, ça nous intéresse puisque le laboratoire dont il est question, c'est le laboratoire Wuhan 4, sur lequel a travaillé Yves Lévy, qui est le mari d'Agnès Buzyn, qui était à l'époque celle qui a géré la crise Covid, donc la pandémie, comme on appelait ça dans nos milieux, quoi. Donc c'est vachement intéressant parce que tout ça a un impact sur la France. Une question un peu lancinante dans notre milieu, d'accord, les États-Unis, mais nous, la France, en quoi ça nous touche? Ben voilà, là, on a un exemple très factuel. Le patron de la CIA pointe factuellement l'origine du Covid, ce qui est conforme d'ailleurs à ce qu'avait annoncé Trump dès 2020. Il avait dit ça vient de Chine. Et voilà, c'était la stricte réalité. Et ça permet de mettre en lumière les connexions CIA-USAID dans la planification de cette pandémie, en se souvenant que l'Event 201, qui avait précédé de quelques mois le lancement de la pandémie, avait réuni justement Avril Haines, c'est-à-dire une des cadres de la CIA, Bill Gates, le Parti communiste chinois, dans le cadre d'un exercice de préparation à une crise durant laquelle à la fois les journalistes et puis les États d'un coronavirus. Donc tout devient cohérent. On a l'impression d'assembler toutes les pièces du puzzle actuellement. C'est-à-dire qu'on commence vraiment à comprendre ce que les Américains appellent la big picture, quoi. Et je pense que c'est pour ça aussi ça lève un vent d'enthousiasme et de satisfaction partout, parce que les gens commencent à comprendre ce qui s'est passé, à retrouver de la cohérence dans notre monde et à se dire les bad guys ont été vaincus, quoi. Et il y a une nouvelle équipe qui arrive avec des gens comme Robert Kennedy Jr., qui a fait de la santé publique son cheval de bataille. Hein, il a déclaré, par exemple, que pendant 20 ans, tous les matins, il s'était levé pour prier pour les enfants qui avaient été empoisonnés par le Big Pharma. Il a établi, par exemple, les vaccins étaient à l'origine de l'autisme, en établissant que les populations amish sont les seules populations aux États-Unis qui ne sont pas touchées par l'autisme, et que les 3 seuls cas qui ont touché les amish
étaient des cas d'enfants qui avaient été adoptés par cette communauté, qui refusent les vaccins, et des enfants, 3 enfants qui avaient été adoptés malheureusement après s'être fait vacciner et qui ont développé après des formes d'autisme. Donc imaginez que ce mec-là a révélé au grand jour, pour ceux qui en avaient encore besoin, que les chemtrails existent, que l'ensemble de la chaîne alimentaire est hautement pollué par des agents chimiques, avec une collusion qui ressemble à des relations de cartel entre le Big Pharma et la chaîne alimentaire, les producteurs d'alimentation. Avec Oui, cette et idée, l'eau aussi. Hein. l'eau Il a parlé également, le fluor l'air dans et l'eau, l'eau. voilà. Faut avoir l'idée qu'en fait les gros producteurs de cigarettes comme Philip Morris, à partir des années 90, commencent à avoir un problème de vente, puisque les gens s'aperçoivent que c'est très toxique. Et donc, il y a beaucoup de scientifiques et de chimistes de ces grandes structures de producteurs de cigarettiers qui vont en fait être recyclés par ces producteurs de cigarettes qui vont acheter en fait des boîtes dans l'agroalimentaire. Et en fait, ces chimistes-là vont appliquer les mêmes méthodes que dans la vente de cigarettes en intégrant dans les aliments des agents chimiques pour provoquer des addictions. Et c'est pour ça qu'à partir des années 80-90, on va avoir un problème qui va devenir extrêmement grave de santé publique aux États-Unis en particulier, avec des gens qui vont devenir obèses, diabétiques, qui vont développer des cancers, beaucoup plus qu'avant. Et malheureusement, ça va aussi impacter des sociétés européennes qui mangent de plus en plus à l'américaine, quoi. Donc tout ça, c'est des problématiques qui vont être prises en compte par des gens qui sont extrêmement professionnels, qui ont été capables de mener cette opération depuis 10 ans et de mener l'ensemble de leurs équipes à une victoire qui est vraiment éblouissante. C'est pour ça que moi, je suis vraiment super content de vivre ces moments-là avec vous et puis exalté par la période qu'on est en train de vivre, parce qu'on est en train de vivre vraiment une période d'apocalypse, mais au sens de la révélation, dans le sens de la mise en lumière du mal dans toute sa dimension, et une mise en lumière qui va nous apporter une phase de justice qui est annoncée par Trump avec toute cette communication autour de Guantanamo, un thème qui est en train de devenir de plus en plus mainstream. Et en du justice, on pourra vraiment se lancer dans la reconstruction d'un nouveau monde avec un playbook, une feuille de route qui sera pareil, enthousiasmante, en se disant maintenant c'est à notre génération de construire un monde entre guillemets vivable pour nous, pour nos enfants, pour les générations futures, quoi. C'est très optimiste tout ça, et nous, on tient toujours dans les émissions qu'on fait à mettre cette note d'optimisme parce que tout le monde en a vraiment beaucoup besoin. Les gens qui nous écoutent en ont vraiment beaucoup besoin. Et je voulais ajouter aussi, parce que j'ai beaucoup entendu ces derniers temps dans mon entourage, oui, alors, mais aux États-Unis, ils ont de la chance, mais nous, les médias ne disent rien, on n'entend rien de tout ce que vous dites dans les mainstreams. Alors, je voulais leur dire oui, patience, c'est vrai, il y a une omerta en France qui est assez incroyable, et bientôt je pense que ces gens devront rendre des comptes. Mais moi je compare ça un peu à un barrage qui prend l'eau. Donc ça fissure. Il y a tellement de choses qui sont en train de se passer, comme tu l'as dit tout à l'heure, déjà en 15 jours, c'est incroyable déjà tout ce qui est en train d'arriver, et ça va continuer. Et ce barrage, l'eau s'infiltre un peu partout, et au bout d'un moment, la pression va être telle que les médias pourront faire tout ce qu'ils veulent, ils ne pourront plus maintenir tout ça, et ça va s'écouler, on va en finir avec tout ça. Donc, pas perdre espoir en France aussi, ça va ruisseler forcément. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en plus, je pense que c'était justement une mise en lumière nécessaire pour vraiment pointer le fait que ce qu'on nous présentait comme des journalistes étaient en fait des agents d'occupation mentale qui étaient là en fait pour nous cacher les vérités, au moins les distordre et contrôler le troupeau. Et justement, le fait qu'on voit qu'aujourd'hui, on a un problème majeur de circulation de l'information,
et un problème majeur de diffusion de la vérité, tout simplement, avec quand même des questions qui sont fondamentales, savoir qui nous dirige, quelles sont les structures, quels sont les réseaux qui sont au pouvoir en France. Tout ça, ce sont des questions qui sont posées sur la table. On voit clairement aujourd'hui qui sont des ennemis, quels sont leurs réseaux, quelles sont leurs méthodes. Et je pense que voilà, il fallait passer par là. Il fallait passer par ces moments de doute, parce que le doute amène la réflexion et ça permet aussi à chacun de faire un chemin intellectuellement parlant et de ressortir en fait de cette phase d'épreuve qui a duré, c'est vrai, plusieurs années, qui a été dure individuellement, collectivement, d'en sortir par le haut, dit, et du coup d'être capable d'être à la fois capable et digne du monde qui va nous être donné, un monde qui va être nettoyé, qui va être fonctionnel, alors qu'avant il était complètement dysfonctionnel. Il était organisé en fait contre nous par une petite élite malfaisante, criminelle, prédatrice. Et aujourd'hui, on est vraiment en train de se libérer. Et pour reprendre une image pour les croyants, on est en train de sortir d'Égypte. On est en train de sortir de l'esclavage. Et on a un nouveau monde qui est en train d'apparaître devant nous. Et moi, je souhaite vraiment partager cet enthousiasme, cet optimisme, parce que la séquence qu'on vient de traverser de cette fin janvier 2025, et moi-même qui suis d'un naturel très optimiste, je n'avais pas anticipé son ampleur, sa profondeur, la force de ses équipes, l'énergie qu'ils mettent à la tâche, et puis le fait qu'on les voit vraiment s'orienter vers nous. C'est-à-dire que, comme je l'ai développé tout à l'heure, Musk, il est aux ordres de Trump. C'est pas un mec qui est autonome, qui fait sa guerre tout seul. Trump et Musk, ils se complètent au niveau des messages qu'ils diffusent. Ils se coordonnent. Ils ont les ennemis, ils ont des ennemis communs. Et quand on voit que des gens comme Candace Owen, comme Musk, comme Trump, avec leur relais en Europe, comme l'italienne Meloni, il y a Orban, on voit que voilà, il y a une super équipe. Et je suis persuadé aussi qu'il y aura des Français qui ne sont pas encore sortis du bois, qui vont se révéler dans les mois qui viennent. Voilà, on est dans une phase ascendante. Oui, c'est sûr qu'on attend, du côté français. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui désespèrent un petit peu. Ce que j'aimerais bien qu'ils comprennent aussi, c'est qu'en France, on continue encore à avoir des effets d'annonce. On a par exemple un Borne qui nous dit on va mettre des films érotiques à l'école. Enfin, il faut que les gens comprennent qu'ils poussent à l'absurde et que c'est important que du coup, toutes ces personnes noires soient mises en lumière pour que le deep state tombe définitivement. Donc, ce sont des effets d'annonce. Ça ne va pas se mettre en place. C'est juste pour mettre en lumière tout ça et que les gens ouvrent les yeux. Donc, ne paniquez pas, ne dites pas on est foutu. Non, c'est la lumière qui arrive sur tout ce qui est moche. D'une part, ne paniquez pas, mais également devenez des acteurs. C'est-à-dire engagez-vous. Soyez présents, manifestez votre opposition, essayez de convaincre les professeurs qui sont dans la salle des profs, parce qu'eux aussi, c'est des parents, eux aussi ont des doutes sur la politique qui leur est imposée. Donc, soyons actifs, parce que c'est l'insatisfaction, l'impatience est liée aussi au fait que trop de gens sont restés passifs pendant des années. Et si je peux vraiment les encourager dans ces semaines, ces mois qui viennent, à s'engager sur le terrain, à marquer leur volonté de contrer cette bataille d'arrière-garde de l'État profond en France, et puis de sortir aussi de cette guerre en ayant la tête haute. Parce que quand on va siffler la fin du match, c'est toujours plus sympa de se dire, bah voilà, moi, j'aurais quand même participé à ça, quoi. Parce que je pense que ça va être une histoire qu'on va raconter à nos générations pendant assez longtemps, quoi. Exactement, Frédéric. Et comme on l'a dit, finalement, je crois, à chaque fois qu'on a fait une émission avec toi, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais arrêter d'obéir. C'est déjà énorme.
Et on ne vous Voilà. demande pas d'aller prendre des armes et d'aller au combat. Arrêtons déjà d'obéir à toutes ces choses absurdes. Et c'est déjà énorme. Et comme tu dis, quand la guerre sera finie, il va y avoir beaucoup de satisfaction à se dire j'étais du bon côté. Arrêtez d'obéir et moi je dirais, je vais répéter cette idée d'effet papillon, c'est-à-dire que la structure familiale, c'est vraiment la structure élémentaire de la société. Et à partir du moment où vous êtes en famille, vous gérez un mini-pays quelque part. Et plus votre famille va être en paix, plus vous allez être un bon père, plus vous allez être un bon époux, un bon citoyen. Vous allez travailler dans un environnement de travail où vous allez donner le meilleur de vous-même. Bah, vous allez rayonner, vous allez envoyer des énergies à la fois dans votre cercle familial, dans votre cercle professionnel, et vous avez à avoir un effet d'exemple. C'est-à-dire que à partir du moment où vous êtes exemplaire, les gens ont tendance à venir vers vous et puis à engager des conversations. Et puis là, vous allez pouvoir donner une vision du monde qui va aussi peut-être être libératrice pour certaines personnes. Vous allez pouvoir redonner de la cohérence, redonner de l'espoir et rentrer justement dans cet effet papillon avec cette idée que quand on a une action locale, on a un impact national, voire international. Je vais faire un petit clin d'œil à Marco, qui a fait des émissions avec nous et qui dit toujours soyez impeccable. Et puis, si on se dit, je suis d'accord avec toi, hein, refuser d'obéir, c'est bien. C'est peut-être le moment aussi de commencer à réfléchir à qu'est-ce que je veux faire pour ce nouveau monde. Quelles compétences je peux apporter, en quoi je peux mettre ma petite goutte d'eau du colibri. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses, pour en finir avec tout ça et tirer un trait sur ce qu'on a vécu, cet état d'esclavage dans lequel on a été mis. Maintenant, je pense qu'il est quand même temps de commencer à réfléchir. Ce monde s'écroule et commencer à réfléchir à ce qu'on pourrait faire pour le nouveau monde, justement. Oui, tout à fait. Et je pense que la priorité absolue, c'est de faire du réseau, c'est-à-dire de se rencontrer, d'échanger. Là, je prenais l'exemple de la conférence que j'ai faite en Bretagne fin décembre. Bah, j'ai proposé qu'après, on crée un groupe d'échange avec les gens de la conférence. Ça permet de continuer à communiquer, à échanger de l'information. Et puis, pourquoi pas se dire, voilà, est-ce qu'on serait capable, par exemple, de faire des groupes de travail, justement en anticipant cette phase de libération, en se disant, voilà, on a peut-être des compétences dans les 80 personnes, avec des gens qui seraient peut-être intéressés, justement, pour réfléchir à comment, par exemple, assainir les sols, comment assainir l'eau, comment avoir une politique éducative différente pour les enfants, comment avoir une meilleure santé, une meilleure médecine qui soit compatible avec les impératifs de respect à la fois du corps et puis une meilleure éducation pour nos enfants. Voilà, exactement. Donc voilà, il y a une feuille de route qui est en train de se dessiner. Je pense qu'on peut déjà individuellement, collectivement, commencer à réfléchir, à travailler en groupe, en faisant, je le rappelle, du réseau. Parce que c'est bien toujours de se dire, voilà, j'ai tout compris à l'alliance, et puis voilà, mais ouais, mais après, il faut travailler en groupe parce qu'on ne fait rien tout seul, quoi. Là, on en est la preuve. Là. On se réunit ce soir à 3 pour échanger, diffuser de l'information. On a un effet, et là, on est dans le positif. Et tout ça pour dire que tout seul, c'est pas comme ça qu'on gagne les guerres. C'est d'abord avoir une attitude à travailler en équipe et avoir cette volonté d'avancer collectivement, quoi. On gagnera pas tout seul le défi qui s'annonce de reconstruction de notre monde, quoi. C'est même l'exercice qui nous est proposé, là, d'ailleurs, hein, pour cette transition. Réussir à comprendre ce qui est futile et ce qui est réellement important, ce qui est souvent même impalpable dans une société de consommation, de matérialisme. On oublie que l'intérêt est parfois plus subtil, et c'est dans nos échanges, dans la beauté qu'on a à se dire en faisant les choses ensemble, on fait des choses plus grandes. Et je pense que l'humain est fait pour créer, et que ça, on peut ne faire que des grandes choses ensemble. Et là, c'est le moment où le seul moyen de sortir de cette grotte, c'est d'y aller tous ensemble.
Je reviens sur la grotte pour l'allégorie de la caverne de Platon. On est dans ce mouvement. Pendant cette transition, à chacun de réfléchir sur qu'est-ce qu'il peut le faire. Déjà, à son échelle, c'est là quand on parle de propre sauveur. Hein. Soit celui qui te redresse, qui laisse tomber ses chaînes et qui se dirige vers le courant d'air, là où il y a un brin de lumière. Et en fait, tu ne l'as jamais envisagé, mais c'est la sortie de cette caverne qui a été ton monde jusque-là. Et c'est comme une petite mort, c'est une renaissance au moment où on sort de là. Et, et déjà, c'est se donner le courage et la confiance de se détacher de ce confort pour aller vers l'inconnu et réussir à se projeter. Et là, ça va être le moment de se dire qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que j'aime faire, parce que c'est finalement ce que je ferai le mieux, et en quoi je peux apporter quelque chose dans ce qui va être demain un nouveau système de santé, un nouveau système d'éducation. Il y aura tout à refaire. Et c'est là le moment où on peut s'autoriser à rêver pour se dire, imaginons qu'on ait à recréer une société, et bien comment je l'envisage, comment je l'idéalise. Et qu'est-ce que je pourrais faire là-dedans? Dans quoi je pourrais être utile? Et qu'est-ce que j'aime faire? C'est fou, hein, ça va avec ce mouvement d'introspection. Hein. On parlera peut-être un peu plus tard. Mais on passe par ça, une forme de remise en question, pour avoir à se projeter vers un autre chose. Alors c'est le moment de rêver et de commencer à co-créer un avenir radieux. On voit que toutes les promesses qui ont été lancées sont en train de prendre forme. On est sur les rails, dans les montagnes russes. La distance est prévue, ça va monter, ça va descendre, ça peut secouer un peu, mais le ride aura une fin et ça va être vertigineux, ça va être beau, pour qu'on aille vers le meilleur. Ouais, tout à fait. Je pense que tout est cohérent et moi je me souviens le live que j'avais fait en fin août l'année dernière. Quand je le réécoute, en fait, il n'a pas vieilli. Donc ça veut dire qu'on était déjà sur les bonnes rails. Là, on fait un point intermédiaire le 4 février 2025 et on peut se dire pas dans 6 mois ou un peu plus, on sera sur cette trajectoire d'ascendance collective qui est vraiment enthousiasmante, quoi. Ouais, et risque de s'en passer encore des choses pendant les 6 prochains mois. Alors, merci Frédéric, merci Fanny, merci à tous d'avoir pris le temps de nous écouter, d'avoir l'audace de vous informer. Soyez curieux et posez-vous les bonnes questions. Nous sommes en train de reprendre notre souveraineté. La planète vibre fort pour nous éveiller. Soyez acteurs de ce monde en pleine mutation. Prenez soin de vous, restez ancrés et surtout soyez prêts, car le meilleur est à venir.